Bonjour à tous. Ursula von der Leyen a un plan, faire entrer la guerre dans l'Union européenne en 2027. Oui, c'est dans quelques mois. Et le Parlement européen la suit en votant une résolution complètement dingue il y a quelques jours, qui est passée sous les radars médiatiques en France. Moi, je vais vous en lire des extraits. Et vous allez voir que les eurodéputés français sont complètement complices. Qu'est-ce qu'a dit Ursula von der Leyen à Munich? Des folies. Des folies qui mènent à la guerre en faisant entrer l'Ukraine tout de suite avec son statut de guerre et en nous obligeant à être co-belligérants. 2027, ça peut arranger un certain Emmanuel Macron. Car s'il y a une situation de climat de guerre, à tout le moins en 2027, y aura-t-il élection présidentielle? Vous voyez toutes les implications. Voilà ce qu'a dit Ursula von der Leyen à Munich dans le texte. Elle appelle à faire entrer l'Ukraine dans l'UE en 2027. C'est dans 10 mois. Hein. Puis, on active, elle l'a cité, l'article 42-7 du traité qui vient du traité de Lisbonne. Ça s'appelle la clause de défense mutuelle, j'en parlais, qui n'est pas, dit-elle, facultative, mais obligatoire. Si un pays est en guerre, tous les autres doivent l'être aussi. Puis, troisième étape, on finalise ce processus d'entrée en guerre contre la Russie en passant en politique étrangère, elle l'a demandé, on doit passer dans la politique étrangère et de défense de l'unanimité à la majorité qualifiée. Donc fini le droit de veto des États. Et en conclusion, elle prévient, je cite, « On n'a pas besoin de modifier le traité pour cela. » En fait, si. Mais elle fera un coup de force, elle l'annonce. Parce qu'elle sait que ça passerait pas. S'il fallait modifier les traités, il faudrait faire des ratifications nationales, des débats dans les pays, voire des référendums, pourquoi pas. Donc non, on a dit on modifiera pas le traité. C'est fin de la majorité, fin de l'unanimité, fin du droit de veto, entrée de l'Ukraine, déclenchement de l'article 42-7, la clause de défense mutuelle, qui n'est pas, dit-elle, facultative, mais obligatoire. Donc c'est la guerre obligatoire pour tous. C'est ce qu'a demandé à Munich ce 14 février Zelensky, il était présent, je cite, il a dit « L'Ukraine a besoin d'une date pour son adhésion à l'Union européenne et nous visons 2027 ». Euronews, le 15 février, a étudié cette idée, je cite un extrait. « Selon des fonctionnaires européens, l'une des idées sur la table consisterait à inverser toute la séquence en accordant immédiatement à l'Ukraine le statut de membre, mais sans lui permettre de bénéficier pleinement du budget de l'UE ou du marché unique tant qu'elle n'aura pas mené à bien les réformes économiques, juridiques et sociales nécessaires. » Oui, mais dès qu'elle a le statut de membre, la clause de défense mutuelle s'applique. Comment ça se fait que IBM a encore des contrats avec le gouvernement du Québec? Saviez-vous, je suis tombé là-dessus dans un article de La Presse, pas Méchant Journal de Montréal, La Presse, saviez-vous que, je vais vous le lire comme il faut, OK? Ça remonte à octobre 2025. Un nouveau document déposé à la commission Galland par la firme informatique CGI, c'est québécois ça, pas IBM, CGI, montre qu'elle offrait de faire le projet de transformation des systèmes informatiques de la SAAC pour 30 % de moins que son compétiteur LGS, une différence de 135 millions. La SAAC n'a toutefois jamais ouvert cette enveloppe de prix. Pardon? Comment ça se fait qu'eux autres n'ont pas été convoqués? Là, il y a un gars de CGI qui est venu témoigner à la commission Galland. Alors là, tu as LGS qui est IBM, tu as SAP qui a fourni le logiciel de gestion intégrée. Ils étaient où, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont nous rembourser s'ils nous ont fourrés? En tout cas, c'est bravo. Tu veux nous parler du bon Mark Carney? Ah, ça me tente plus. Oui? Ben oui. OK. C'est Mark Carney, là, je fais pas de... Je fais juste poser des questions, hein? J'ai vérifié, Mark Carney mesure 5 pieds 9. C'est une belle taille, ça. Il est en excellente forme. L'as-tu vu courir? Oui. Extraordinaire. Pas C'est de bon pour le bédaine. système de santé, ça. Très bon. Justement. Désengorger les urgences. OK. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça mange, Mark Carney? Les documents publiés montrent que le gouvernement du premier ministre Mark Carney a dépensé 93 780 $ pour les repas à bord d'un voyage de 4 jours 93 000. à Rome La salade en or. en mai 2025. Salade en or. Cette dépense faisait partie de plus de 300 000 $ de frais de restauration financés par nous autres pour 9 voyages. On parlait de Mary Simon, mais il fait 5 et 9, il n'y a pas de bédaine. Qu'est-ce qu'il mange? Il n'y a pas d'alcool,
Il y a des repas, des boissons non alcoolisées, la manutention, l'entreposage, le nettoyage, l'élimination des déchets, les taxes et les frais de sécurité. Londres et Bruxelles, un voyage de 2 jours a coûté, à Londres, 52 610 $ pour la restauration, pour la mangiare. Tandis qu'un voyage de 3 jours à Bruxelles, hey, des moules, des frites, coûte pas cher. Alors, Ah, mais le c'est ça, chocolat là. en plus. Chocolat, 49 000. Le chocolat, Mais- ça coûte cher. Qu'est-ce qu'ils mangent? Voyons, ça n'a pas de sens, les chiffres que tu nous dis là. Le problème, c'est que je vais rester dans. Il y a eu une étude qui a été faite sur la proportion d'invités politiques dans les principaux late night, les talk shows américains, et de toute évidence, selon une étude de Newsbusters, c'est un organisme de surveillance de médias conservateurs, OK? Environ 99% des invités politiques reçus au cours de la première moitié de 2025 étaient des démocrates ou des libéraux. Il y a une petite tendance. Légèrement, ça penche d'un bord. On parle de Colbert, de Jimmy Kimmel, qui est devenu une caricature en soi, le Tonight Show avec Jimmy Fallon, qui était d'une insignifiance ahurissante, le Seth Meyers et The Daily Show. Le ratio d'invités, sur 107 invités politiques recensés entre janvier et juin 2025, 106 sur 107 étaient démocrates ou libéraux, un conservateur. Pour la catégorie spécifique des élus et officiels, le décompte était de 30 démocrates, 0 républicains sur cette même... Je comprends qu'il y ait Trump, je comprends ça. Mais il se coupe la moitié de l'auditoire. Après, ils viennent dire il n'y a plus personne qui écoute la télé. Ben, c'est peut-être une explication. Délire antifa. Par définition, si vous vous présentez comme un antifasciste et que vous avez devant vous des gens que vous assimilez au fascisme ou au nazisme qui reviennent, dès lors que vous collez l'étiquette de fasciste à quelqu'un, ou de nazi plus encore, vous donnez le droit d'amener la lutte jusqu'à mort. Dès lors que vous êtes devant des nazis, on ne discute pas avec les nazis. On les combat, on fait tout ce qu'il faut pour les éliminer. À l'échelle de l'histoire, c'est ça. Lorsque vous collez à quelqu'un l'étiquette de fasciste ou de nazi, c'est un permis de tuer mentalement que vous vous donnez. La mort sociale la plupart du temps, mais il arrive qu'on franchisse un seuil, et là, c'est la mort physique. Rappelez-vous l'histoire de Charlie Kirk aux États-Unis, il y a quelques mois à peine. Eh bien, aujourd'hui, il y a un Charlie Kirk français et c'est Quentin. Deuxième élément, les antifas sont des miliciens. Il faut nommer les choses comme telles, ce sont des miliciens. Les antifas, en général, se comportent, en fait, comme une milice qui a pour vocation de semer la terreur. Semer la terreur en laissant la possibilité chaque fois d'intervenir sur un événement, de frapper, de passer à la violence physique. Je note, par exemple, qu'un historien qui est très célébré à gauche aujourd'hui, Marc Bray, avait écrit un livre sur la mouvance antifa et légitimait la violence physique comme instrument d'intimidation pour être capable de rendre le coût social de certaines idées tellement élevées que certains s'auto-censureront par peur de la violence physique. On voit jusqu'où la violence physique est arrivée. Je voudrais parler du système médiatique, de sa manière de traiter cet acte absolument atroce. Soit on n'en parle pas. On l'a dit sur plusieurs chaînes info, dans certains journaux, c'est un non-événement. La mise à mort de Quentin est un non-événement. Le fait de le battre à mort, que les milices d'extrême gauche le battent à mort, c'est un non-événement. Ou alors on en parle comme un événement de violence générique. Des violences auraient eu lieu. Des violences qui sortent de nulle part, des violences qu'on refuse de caractériser. On y voit 3 jeunes à terre. Ils se font rouer de coups par plusieurs individus. 2 réussissent à s'échapper. Un dernier reste inanimé. Mais demandez-vous un instant si les miliciens en question étaient d'ultra-droite. Pensez-vous un seul instant qu'il y aurait un tel silence? Soit, ça va encore plus loin, et ça je l'ai vu, des gens non seulement disent que Quentin l'a bien cherché, et par ailleurs, avec les idées qui sont les siennes, est-ce qu'il faut vraiment pleurer sa mort? Avec les idées qu'on lui prête, est-ce qu'on ne doit pas plutôt simplement dire bon débarras? Je l'ai lu sur les fameux réseaux sociaux. Donc, et la gauche radicale, dans les circonstances actuelles, vous noterez, ne recule en rien, d'aucune manière ne s'excuse, d'aucune manière ne remet en question la violence politique, et à travers le récit actuel, c'est encore l'extrême droite qui est coupable. L'extrême droite est coupable en tout, même quand elle est battue à mort. Cette violence milicienne d'ultra-gauche relève d'une forme de terreur intérieure qu'il nous faut nommer aujourd'hui. Nous, on est le bon, on est le camp du bien. De toute manière, même si on est violent, c'est pas grave parce qu'on tue des fachos. Hein. Voilà.
c'est des fachos. Donc, en fait, c'est légitime. Voilà. C'est nous qui décidons. Par ailleurs, nous décidons qui sont les fachos. C'est-à-dire, voilà, un jour c'est un tel, l'autre jour c'est un tel, puis c'est l'extension infinie des fachos, quoi. À terme, beaucoup de fachos. Le centre-droit, c'est peut-être facho maintenant. Hein. Oh, le national-populisme, c'est facho. Tout le monde est facho, quoi. Quoi, vous êtes contre l'immigration? Facho. Vous voulez réduire l'immigration? Facho. Quoi, vous n'êtes pas enthousiaste à l'idée d'avoir finalement des bloqueurs de puberté sur des mineurs? Facho. Transphobe. Facho. Quoi? Des drag queens? Hein, l'heure du compte par des drag queens? Facho. Vous êtes contre les enfants transsexuels? Facho. Vous êtes contre les enfants drag queens? Facho. Vous voulez pas de la charia dans votre pays? Facho. Vous vous opposez à la viande halal? Facho. Facho. Donc, on peut vous buter, en fait. Vous comprenez? C'est l'extension infinie du fascisme. Et on a eu affaire à quelque chose dont l'histoire n'est pas écrite. D'ailleurs, dans les Epstein Files, là, il y a de nouvelles informations qui sortent, justement, sur la mise en conditionnement, sur la réflexion. Et on anticipait dès 2015 qu'il allait y avoir une pandémie, qu'il fallait des vaccins. Tout ça, ça vient de très loin. Toute l'histoire de cette affaire est encore très loin d'être sortie, d'être apparue. Donc, en tout cas, là-dedans, il y a eu malheureusement des pressions absolument scandaleuses qui ont été effectuées, notamment, mais pas seulement, sur les personnels hospitaliers, sur les fonctionnaires de façon générale en contact avec le public, sur les militaires, etc., où on a violé la conscience des gens. On leur a imposé de se faire injecter dans le corps des substances qui n'en étaient encore qu'à leur stade expérimental. C'est absolument monstrueux ce qui s'est passé. Voilà.